Aujourd'hui, je vous emmène sous la surface pour parler photos et vidéos sous-marines. Ça fait des années que je pratique la plongée, depuis que j'ai 14 ans en fait, et comme je kiffe l'univers sous-marin et que j'adore la photo, c'est tout naturellement que j'ai allié les deux pour faire de la photo sous-marine. J'ai commencé en 2017 avec un Outex. Mais si, vous savez, c'est cette espèce de capote géante qui vous donne un look un peu tendancieux quoi. Alors c'était cool hein, mais j'avoue que ce système a ses limites. Donc après 6 années à mettre ma dignité de côté, j'ai enfin acheté un caisson digne de ce nom pour mon Z9, et pas n'importe lequel, puisque je parle du Nauticam. Ça fait maintenant pas loin de 2 ans que j'utilise. Avec lui, j'ai pu filmer les requins peau bleue en Bretagne, j'ai aussi tourné une bonne partie d'un clip de rap en mer et en piscine, j'ai aussi fait ces plans pour 2 courts-métrages que j'ai réalisés, et aussi fait quelques shootings à droite à gauche avec des modèles, parce que bon, faut quand même s'amuser un petit peu. Bref, il commence à avoir pas mal de plonges à son actif, et il est maintenant temps que je vous parle des avantages et des inconvénients de ce type de produit. Je vais commencer cette vidéo par vous faire le test du Nauticam NA-Z9. Ensuite, je vous expliquerai comment réagit le Nikon Z9 sous l'eau. On parlera d'autofocus, d'autonomie et de surchauffe. Et enfin, à la fin, je finirai la vidéo en vous donnant des astuces pour réussir vos prises de vue sous l'eau. Je vous donnerai les réglages qui fonctionnent bien chez moi, les optiques que je mets dans ce caisson et les accessoires qui me semblent indispensables. Bon allez, cette intro elle est beaucoup trop longue, donc on va attaquer avec ce qui nous intéresse, le test de ce caisson. Pour moi qui suis un habitué du système Outex, je dois vous avouer que j'étais assez impressionné quand j'ai vu pour la première fois le Nauticam. Il est gros, il est lourd, il est imposant. Mais genre très gros, très lourd et très imposant. C'est clairement pas un truc que vous allez pouvoir mettre comme ça dans un sac à dos. Le caisson pèse 3,76 kg pour un encombrement de 361 par 235 par 165 mm. Et ça, c'est sans compter les accessoires, ni le boîtier ou même les optiques que vous allez mettre à l'intérieur. Tout équipé, votre caisson dépassera facilement les 5 à 7 kg. Va falloir bosser le deltoïde avant. Heureusement, sous l'eau, ces 7 kg disparaissent puisque le caisson a une flottabilité positive, et ce même si vous mettez le Z9 et une optique particulièrement lourde à l'intérieur. Personnellement, j'y mets régulièrement le 50 mm 1.2 qui pèse plus d'1 kg, et malgré ça, le caisson, il flotte toujours. Donc oui, le tout est très lourd, mais il fallait bien ça pour protéger notre matos, parce que ce caisson est capable de résister à une pression de 101 bars, ce qui veut dire qu'il peut emmener votre matériel jusqu'à 100 mètres de profondeur. Et 100 mètres, c'est largement suffisant, puisque si vous avez votre niveau 3 de plongée, légalement, vous ne pouvez descendre qu'à 60 mètres, et selon les classes que vous avez passées, vous ne pourrez pas dépasser les 40 mètres de profondeur. Donc 100, c'est largement suffisant et ça vous donne une bonne marge de sécurité. En ce qui concerne la solidité, je vais traiter à part l'intérieur et l'extérieur. Vu de l'extérieur, ce caisson, il transpire la robustesse puisque absolument tout est en métal. Vous n'avez aucune partie en plastique, si ce n'est des caoutchoucs qui permettent une meilleure préhension, mais sinon tout le reste est en métal. J'ai des amis qui ont des caissons d'autres marques, comme Ikelitz par exemple, mais là, ça n'a juste rien à voir. Franchement, en voyant ce caisson, je comprends pourquoi tous les cadreurs professionnels ne jurent que par Nauticam. Parce que bon, faut pas oublier quand même qu'un caisson, c'est un peu le truc qui fait que votre matos va survivre dans des conditions assez extrêmes, puisque quand on va shooter sous l'eau, on va avoir plusieurs dizaines de mètres d'eau salée au-dessus de nous, le tout à une pression 2, 3, 4 fois supérieure à ce qu'on a à la surface. Donc c'est quand même pas mal d'avoir quelque chose de bien robuste qui puisse protéger notre matériel. Donc ça c'est pour l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est complètement une autre paire de manches. À l'intérieur, on a plein de mini pièces qui ont l'air super petites et super fragiles. Je vous montre à la caméra d'en haut là, vous voyez tout ça, ça m'a l'air super fragile. Ça, j'ai vraiment pas envie de faire tomber quelque chose dessus. Alors c'est stylé, hein, franchement, c'est super beau, mais par contre, voilà, faut faire super gaffe avec l'intérieur du caisson. D'ailleurs, il y a un énorme contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Autant à l'extérieur, vous pouvez y aller comme un bourrin, autant à l'intérieur, là, il va falloir faire super attention. D'ailleurs, c'est tellement fragile que je vais pas le laisser ouvert comme ça. Tac, je vais le refermer et le caler comme ça à la bien. Oui, du coup, je vous disais, c'est super fragile, et d'ailleurs, moi, ça fait un peu moins de 2 ans que je l'ai, et j'ai déjà le bouton de déclenchement qui commence à déconner. C'est-à-dire que quand j'appuie dessus, il reste bloqué, et du coup, ça me prend des photos en rafale, ce qui est un peu nul.
donc je vais devoir l'envoyer en SAV. Et heureusement d'ailleurs qu'il est encore sous garantie parce que ça m'aurait fait chier de dépenser 10 000 balles dans un caisson pour me rendre compte qu'au final il marche plus. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut quand même faire super attention à votre caisson. Donc oui, le Nauticam est suffisamment robuste pour encaisser des conditions extrêmes de profondeur, mais gardez à l'esprit qu'il est comme John Rambo, costaud à l'extérieur, mais sensible à l'intérieur. Ça fait pourtant 7 ans. Chaque jour, j'y pense. Niveau ergonomie, on a accès à absolument tous les boutons proposés par le Z9. C'est-à-dire que si jamais je vous retourne le caisson là, hop, et que je vous retourne le Z9, bah vous voyez que tous les boutons disponibles ici le sont ici aussi. Pas que ceux-là d'ailleurs, hein, puisque même les boutons FN1 et FN2, qui eux sont bien planqués comme il faut, sont eux aussi disponibles sur le caisson. Il n'y a qu'une seule pièce qui n'est pas disponible sur le caisson et c'est le joystick. Mais bon, en même temps, je vois mal comment Nauticam aurait pu transposer le joystick sur le caisson vu la complexité de cette pièce. Et en vrai, c'est pas si dérangeant que ça puisqu'on a une croix directionnelle ici, hein, qui va nous permettre de changer nos zones de mise au point ou même carrément de changer de collimateur. Donc ok, c'est moins réactif qu'un joystick, mais ça reste quand même tout à fait acceptable. Je le répète, hein, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a vraiment accès à tous les boutons avec ce caisson, vraiment tous. C'est-à-dire que une fois sous l'eau, vous allez pouvoir changer vos réglages à la volée. Vous ne serez pas obligé de prévoir en surface vos conditions de shoot. Vous allez pouvoir un peu partir comme ça, et si jamais vous devez faire face à des conditions de luminosité changeantes, par exemple, eh ben ça ne posera aucun problème. Vous pourrez changer vos ISO, vous pourrez changer votre mode de focus si jamais vous êtes planté dans votre mode de focus. Vous pourrez même changer vos paramètres de prise de vue photo ou vidéo. Donc vous avez absolument accès à tout. Et ça, c'est un gros point positif par rapport aux autres caissons, parce que d'autres caissons ne proposent pas l'accès à tous les boutons, celui-là, oui. Donc même si vous voulez shooter en full manuel, c'est complètement possible. Bon après, même si Nauticam a fait l'effort de conserver au maximum l'ergonomie des boutons du Z8, il y en a quand même certains qui changent de place. Par exemple ce bouton là, ici on a le bouton pour visualiser les photos qu'on a faites. Bon bah il n'est pas du tout au même endroit que sur le Z9, et celui-là au début je n'arrivais pas à le trouver, mais une fois qu'on le sait, ça va. Alors moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de refaire votre mémoire musculaire avant chaque shooting. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le bateau, sur le port ou au bord de la piscine, vous prenez 10 minutes pour vous mettre à part, pour être tranquille, et vous repassez en revue tous les boutons du caisson. Vous le faites 1, 2, 3 fois, là encore pour refaire votre mémoire musculaire et pour savoir, en fait pour réapprendre où sont les boutons. Comme ça au moins sous l'eau vous serez un peu plus réactif. Je vais rapidement vous montrer comment est-ce qu'on installe le Z9 dans le caisson et vous allez voir, c'est assez simple et rapide. Alors déjà, premier point super positif, il n'y a rien à visser. Vous savez que moi je déteste quand il y a des trucs à visser ou à dévisser. Ça me casse les couilles. Là, le système d'ouverture du caisson, il est super simple puisque vous avez juste à appuyer ici, à ouvrir, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, j'ai ouvert mon caisson. Maintenant, il va falloir que je prépare mon Z9. Alors, le boîtier, déjà première chose, si jamais vous utilisez une cage, il faut l'enlever. Le caisson n'est pas compatible avec des cages type Small Rig, Tilta ou autre, donc vous devez absolument enlever votre cage. Si vous utilisez des caps de protection de griffe flash, comme c'est le cas pour moi, il faut les enlever aussi. Donc ça, vous le mettez de côté, un endroit où vous ne les perdez pas parce que ça a tendance à devenir un peu trop du consommable. Ensuite, votre Z9, il va falloir le fixer à une platine. Et la platine, hop, elle est ici. Voilà. Donc la platine, faites attention hein, parce qu'il y a plein d'éléments pareil, super petits, super fragiles. Il y a des éléments de boutons en fait qui sont déjà présents dessus. Donc faites attention, il faut la manipuler avec délicatesse. Alors cette platine, il vous faut un tournevis pour la fixer. Et si comme moi, vous oubliez tout le temps un tournevis, ce que je vous conseille, c'est de caler un petit multi-tool Laserman sur vos clés de voiture. Voilà, comme ça au moins, même si vous vous retrouvez à avoir oublié votre tournevis, vous aurez l'air un peu moins stupide sur le lieu du tournage en face de votre client, si jamais vous n'en avez pas. Hop. Donc là, mon boîtier, il est fixé à sa platine. Donc, je vais devoir le mettre à l'intérieur. Alors pour ça, attention, il y a ce petit truc là. Je sais pas si ça se voit d'en haut, ouais, ça. Ça c'est chiant, ça c'est quelque chose qui se met sur la griffe de flash et c'est tout le temps au milieu. Donc faites attention de bien le mettre à l'extérieur. Ensuite, vous rentrez votre boîtier à l'intérieur. Hop, là je le mets bien dedans. Je verrouille. Et ça, je viens glisser sur ma griffe, histoire qu'il ne ballotte pas à l'intérieur. Même si j'utilise pas des flashs, je
préfère le mettre ici, au moins ça ballotte pas n'importe comment. Donc là maintenant mon boîtier il est dans le caisson, hop, je vais pouvoir le refermer. Je vais passer maintenant à la partie optique. Alors pour les besoins de cette vidéo, je vais utiliser le 20 mm 1.8. Mais en vrai vous pouvez mettre pratiquement toutes les optiques que vous voulez dessus. On verra après quelles sont les optiques qui passent ou qui ne passent pas. Mais bon, avec un grand angle, là vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc c'est lui que je vais utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici le petit cap de protection. Et maintenant, il va falloir que je mette des bagues d'allonge. Parce que à ce niveau-là, je vais devoir forcément y mettre un dôme pour qu'on ait un espace pour que l'objectif puisse voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais avant ça, il faut mettre des bagues d'allonge pour que le dôme soit suffisamment éloigné de notre boîtier. Des bagues d'allonge, il en existe plein. Et donc c'est à vous de voir quelle bague d'allonge est compatible avec quel objectif. Donc une bague d'allonge, ça se présente comme ça. C'est une bague d'allonge tout simplement. Vous avez un petit marquage ici qui correspond au haut. Donc hop là, vous venez le caler en haut, vous appuyez, hop là, faut pas hésiter à appuyer fort. Vous le verrouillez et là ça tient, c'est bien. Donc maintenant que ma bague d'allonge est mise en place, je vais pouvoir rentrer mon optique à l'intérieur. Hop là. Tac. Voilà. Je vais ranger mes caps pour pas que ce soit trop le bordel sur cette table. Et maintenant, je vais y ajouter le dôme. Alors le dôme, ça se présente comme ça. Bah c'est un dôme, tout simplement. J'enlève la protection. Pareil, le dôme, j'ai ici un petit rond blanc qui indique le haut. Hop, je viens le caler ici comme ça. Allez, je verrouille. Ça tient bien. Et donc là, hop là, mon boîtier est dans mon caisson. Maintenant que le Z9 est dans le caisson, il est temps que je vous parle d'un accessoire super important. Et c'est celui-là, c'est celui qui va nous permettre de vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans notre caisson. Donc de base, le caisson, il arrive à nu. Il n'a pas forcément d'accessoires montés dessus, mais il est possible d'en rajouter. Si vous voyez ici, il y a par exemple un port M16, un port M14, et là, ici, je crois qu'on a droit à un port M24. En fait, ce sont des ports avec un pas de vis qui va vous permettre de venir ajouter de nouvelles fonctionnalités avec des accessoires. Il y en a une pour moi qui est vraiment indispensable, c'est cette petite, je sais même pas comment ça s'appelle en fait, si c'est une valve, cette petite valve qui va vous permettre de créer une dépression dans votre boîtier. Alors pour ça, hop là, je le remets comme ça, tac, pour ça vous allez ouvrir votre caisson, et ici là vous avez un bouton on-off. Quand j'active le bouton, vous voyez que j'ai une petite loupiote qui vient s'allumer. Pour que ce soit visible de votre côté, je vais le faire comme ça. Alors ça, normalement, faites-le à plat, mais là, juste pour que vous puissiez le voir avec la caméra en vue zénitale, je vais le faire de manière un peu sale. Et là, j'ai une pompe, et avec cette pompe, je vais venir pomper l'air dans mon caisson. Là, vous voyez la loupiote qui commence à passer au jaune, et maintenant au vert. Donc là, ma loupiote est au vert, ça veut dire que j'ai une dépression dans mon caisson. Alors cette dépression, à quoi elle va servir ? Elle va servir à vérifier qu'il n'y ait pas de fuite dans votre caisson. Donc une fois que vous avez fait ça, vous posez votre caisson, vous le laissez travailler toute la nuit. Non, et ça, faut le faire la veille, de toute façon c'est toujours mieux de préparer son matériel la veille. Et comme ça, le lendemain matin, quand vous vous levez, vous vérifiez que la loupiote soit toujours verte. Si elle est toujours verte, ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Si elle est passée au jaune ou au rouge, ça veut dire que de l'air est rentré et que du coup, l'étanchéité n'est plus bonne. Donc cette dépression, il faut surtout pas la garder au moment du shooting. Pourquoi ? Parce que s'il y a une micro-fuite qui n'a pas été détectée, si jamais vous prenez votre caisson et que vous l'amenez à une profondeur élevée, donc avec une surpression, il est possible que cette fuite s'active. Et si jamais vous avez une dépression dans votre caisson et une surpression à l'extérieur, bah forcément ça va aggraver la chose et vous allez flinguer votre caisson et tout le matos qu'il y a à l'intérieur. Donc par sécurité, vous dévissez et vous rétablissez une pression neutre dans votre caisson, une pression d'1 bar. Voilà, donc maintenant que le Z9 est bien protégé, il est temps de voir comment est-ce qu'il réagit sous l'eau. Alors personnellement, j'avais 3 craintes quant à son utilisation dans un caisson. La première, c'était au niveau de l'autofocus, la seconde sur l'autonomie et la troisième, la surchauffe. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors en ce qui concerne le focus,
la plupart des vidéastes vont utiliser un focus manuel sous l'eau. Ils vont pas forcément utiliser un autofocus. Pour ça, Nauticam vend des bagues à mettre sur votre objectif et avec cette petite roue crantée ici, là, vous allez pouvoir contrôler l'autofocus sous l'eau. Alors attention, vous êtes obligé d'acheter les bagues de Nauticam qui coûtent un bras. Si jamais vous avez des optiques crantées ou si jamais vous avez acheté des espèces de trucs en plastique là, avec des crantages qui se mettent sur vos optiques, ça c'est juste pas du tout compatible. Vous êtes obligé d'acheter les bagues de Nauticam. Et c'est un peu relou. Et ce qui est relou aussi, c'est que Nauticam ne propose pas des bagues pour toutes les optiques qui existent sur Terre. Il n'en propose que pour 5 ou 6 optiques chez Nikon. Donc si jamais les optiques que vous voulez utiliser n'ont pas de bague chez Nauticam, bah vous serez obligé de faire confiance à l'autofocus. Comme je vous le disais, j'utilise des optiques exoptiques dans mon caisson et Nauticam n'a tout simplement pas prévu de bague pour l'utilisation que j'ai de leurs produits. Donc je ne peux pas contrôler mon focus manuellement et je dois donc compter sur celui du boîtier en mode automatique. Et je dois vous avouer que ça marche plutôt bien. Puisque entièrement immergé sous l'eau, l'autofocus réagit exactement comme en surface. J'ai eu absolument aucun problème avec lui, et ce que ce soit en photo ou en vidéo. Alors attention, il faut quand même que l'eau soit suffisamment claire et que vous n'ayez pas trop de particules comme des bulles ou alors des éléments qui flottent au milieu. Parce que dans ce cas-là, l'autofocus ne sait pas trop où il doit aller. Mais si vous avez une eau claire et un sujet suffisamment bien détaché, là, il n'y a pas de problème. Et sur ce shooting, ça m'est même arrivé que l'autofocus arrive à détecter le visage, voire même des fois l'œil de la modèle. Ce qui est quand même assez ouf. Alors pour information, j'ai utilisé majoritairement le 20 mm 1.8, le 35 mm 1.8 et le 50 mm 1.2 dans ce caisson. Voilà, je shoote qu'en focale fixe sous l'eau, je trouve ça plus simple. Et ce sont vraiment les 3 optiques que j'ai utilisées majoritairement. Et ce qui est assez cool, c'est qu'avec ce caisson, je pouvais facilement changer de mode de focus. Je pouvais choisir mes collimateurs aussi, et je pouvais aussi modifier mes zones. Donc en fait, si jamais l'autofocus foirait, bien souvent c'était pas de la faute du boîtier, mais plutôt de la mienne, parce que j'avais pas choisi le bon mode d'autofocus. Et sous l'eau, vu que j'ai accès à tous les boutons, je pouvais changer le mode ou changer les collimateurs, et dans ce cas-là, ça se passait bien. Par contre, quand je me rapprochais de la surface, là c'était un peu plus coton. Dès que l'eau venait toucher le dôme, là le boîtier savait plus trop faire le focus, mais en vrai je pense pas que ce soit de la faute du boîtier, mais plutôt du caisson. Comme je vous l'ai dit plus haut, j'ai pas mal shooté sous l'eau avec le système Outex. Avec lui, j'ai fait beaucoup de plans très proches de la surface et même des fois avec le boîtier qui passait de sous l'eau à sur l'eau et avec des plans mi-air, mi-eau. Je vous en montre d'ailleurs à l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle. Et avec le Outex, j'ai jamais eu de problème de focus. Donc naturellement, j'ai essayé de faire la même chose avec le Nauticam, mais pourtant avec lui, c'était vraiment trop la galère. Au niveau du focus, il foirait tout le temps. C'est-à-dire que soit il arrivait à le faire sous l'eau et une fois sur l'eau, là il perdait complètement le focus, soit en surface, il y arrivait et dès que je l'amenais sous l'eau, il perdait là encore le focus. Et dans ce cas-là, je pense que je n'ai tout simplement pas le bon accessoire pour faire ce genre de plan. Parce que oui, Nauticam vend une chier de dômes pour plein de pratiques différentes, mais bon, celui-là m'a déjà coûté 750 balles, je crois. Ils en vendent des spéciaux pour faire des plans sur l'eau, sous l'eau. Ils en vendent aussi pas mal avec d'autres revêtements ou alors pour d'autres optiques. Et à mon avis, j'ai tout simplement pas le bon dôme pour faire ce type de photos ou de vidéos. Mais bon, ça coûte beaucoup trop cher et j'allais pas m'amuser à acheter 4 ou 5 dômes différents pour faire ce test. Donc le jour où je gagnerai énormément d'argent grâce à ce caisson, peut-être que j'investirai. Mais bon, pour le moment, tant pis pour moi. Un autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que vous serez limité à de la courte focale. Parce que oui, j'ai essayé de mettre le 105 mm 1.4 dans ce caisson. Alors ouais, je sais, c'est déconné, mettre un 105 mm 1.4 gamme F dans un caisson. Quand j'ai dit aux gars de Photo d'Enfer que je voulais faire ça et que je voulais aussi shooter avec un 50 mm 1.2 sous l'eau, alors les mecs ils n'ont pas rigolé parce qu'ils restent professionnels, mais j'ai compris dans leur regard que ça se faisait pas trop, c'était pas trop une pratique courante. Mais bon, moi j'aime bien pousser le matos jusque dans le retranchement, donc j'ai essayé avec le 105 mm 1.4 sous l'eau, et là j'ai tout simplement pu faire aucun plan. L'image était floue en permanence. J'ai aussi eu le même souci avec des optiques anamorphiques de Sirui et notamment le 35 mm. Alors oui, je sais, là franchement je cherche, mais bon, en vrai pourquoi pas. Je l'avais déjà fait pour des plans mi-haut, mi-surface sur ce court métrage et en vrai ça avait bien marché. Donc je m'étais dit pourquoi pas faire un plan entièrement sous-marin. Et là, même problème qu'avec le 105, toute mon image était floue et ce, quelle que soit ma zone de mise au point.
Alors, je suis pas expert dans le domaine, mais à mon avis, le souci c'est que l'eau doit faire le même effet qu'une bonnette. Vous savez, les bonnettes macro, j'en avais parlé dans cette vidéo. C'est des bonnettes qui permettent de réduire la zone de mise au point, et à mon avis, c'est ce qui se passe avec l'eau. L'eau doit faire un effet de bonnette, ce qui fait que je ne peux pas faire la mise au point à 1 ou 2 mètres. Donc attention si vous voulez utiliser des optiques un peu trop funky, ça risque de ne pas marcher. Mais pour le reste, pour des optiques un peu plus standards, là vous n'aurez aucun souci, vous pourrez compter sur l'autofocus. Alors, j'ai pas vraiment constaté de différence d'autonomie en surface ou sous l'eau. Ça me semble être exactement la même chose. Mais bon, la vraie question c'est, est-ce que l'autonomie du Z9 suffit pour un shooting sous-marin? Alors en photo, clairement oui. Il faut savoir qu'en plongée sous-marine, vous n'allez pas rester des heures sous l'eau. Personnellement, avec un 12 litres, je tiens un peu plus d'1 heure. Et après, c'est la réserve, les paliers, et il faut remonter à la surface. Donc avec une batterie, vous tiendrez largement sur cette durée, il n'y a aucun souci de ce côté-là. En vidéo aussi, 1 heure, c'est largement suffisant. Avec le Z9, vous serez tranquille. Là où c'est moins évident, c'est pour les shootings en apnée. Parce que là, ça va dépendre de plusieurs critères. Si vous restez entre 0 et 15 mètres pour observer des animaux qui évoluent dans cette zone, ou alors pour shooter des êtres humains, là, en vrai, vous pouvez techniquement rester des heures dans l'eau. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé quand j'avais dû filmer des 6 snorkeleurs. Pour ce contrat-là, j'avais dû rester une grosse après-midi et une partie de soirée sous l'eau avec mon Outex, et de mémoire, j'avais dû faire 2 changements de batterie. Mais bon, j'étais sur le Z6 à l'époque. C'est aussi ce qui s'est passé en Bretagne. Pour shooter les requins, je suis resté plus de 4 heures à l'eau, et à ce moment-là, j'ai cramé une batterie entière. Mais bon, 4 heures de tournage, c'est quand même pas mal. Et je dois avouer qu'au bout de 4 heures, j'étais quand même très content de voir la batterie du Z9 s'arrêter, parce que j'avais une de ces dalles, j'avais aussi très soif, et j'avais surtout une de ces envies de pisser. Et non, je ne saloperai pas ma semi-étanche. Donc en gros, même si l'autonomie du Z9 est moins bonne que son pendant DSLR, ça ne pose pas trop de problèmes sous l'eau. Hormis pour une grosse production documentaire, les conditions de shooting feront que vous ne pourrez pas rester plus de quelques heures à l'eau. Donc forcément, c'est pas le Z9 qui va vous dire quand est-ce que vous allez arrêter de shooter, mais plutôt vous ou vos réserves en oxygène. Dernier point qui pourrait fâcher, la surchauffe. On pourrait croire que dans un caisson hermétique, le Z9 puisse chauffer. Parce que oui, forcément, il ne va pas pouvoir se ventiler. Et ce, surtout si l'eau est chaude. Parce que bon, pour tourner cette scène, l'eau était à 7 degrés, donc en vrai, là, ça allait. Mais sur ce tournage qui a duré plus de 4 heures, l'eau, elle était à 28 degrés. Et 28 degrés, ça commence à faire. Mais au final, non, j'ai eu aucun souci, le Z9 n'a absolument pas surchauffé. Et ce, alors que j'utilisais des cartes Angelbird qui sont connues pour chauffer bien plus rapidement que la concurrence. Donc même si vous utilisez des cartes pas très haut de gamme, en photo ou en vidéo, parce que pour tourner ce clip, je shootais en 8K, en H265 8K, donc c'est ce qui fait chauffer le plus rapidement le boîtier, et vous n'aurez pas de problème de surchauffe. Et heureusement d'ailleurs, parce que sous l'eau, vous ne pourrez pas ouvrir la trappe pour commencer à refroidir votre boîtier, ou même faire un simple changement de carte. Bon, avant de vous donner des astuces d'utilisation, on va parler argent. Parce que si le caisson de Nauticam, c'est le caisson ultime pour utiliser votre boîtier sous l'eau, il va falloir y mettre le prix. Le caisson lui-même, il coûte la bagatelle somme de 6 380 €. Mais avec un caisson nu, vous ne pourrez rien faire. Il va donc falloir ajouter une bague de rallonge, le dôme et le système de pompe. En tout, on en a pour 7 687 €. Et là, ça n'est que le starter pack. Si vous voulez pouvoir contrôler votre focale ou le focus, il vous faudra ajouter des bagues crantées. Et pour certains objectifs, il vous faudra même changer de bague de rallonge ou de dôme. Bref, tout ça, ça va vous coûter un bras. Mais bon, si vous faites de la plongée sous-marine ou encore de la photo, vous êtes habitué à payer des trucs super chers. Et si j'ai pas retiré le compteur, c'est parce qu'on n'a pas encore fini de dépenser de la thune pour prendre des photos sous l'eau. Là où je veux en venir, c'est que ces caissons coûtent très cher, et en plus de ça, ils sont super complexes à utiliser. Parce que oui, je vous épargne aussi le cadre légal qui vous impose de passer vos classes, de monter un MSH, de définir un COH avant chaque mission, et j'en passe. Les collègues qui ont été formés à l'INPP se reconnaîtront. Attention donc, et n'achetez pas un caisson sur un coup de tête, et posez-vous bien la question de savoir si oui ou non, vous allez pouvoir le rentabiliser. Bon, maintenant qu'on a vu comment marchait le caisson, on va parler des à côté.
Et pour ça, je vais vous donner quelques astuces pour que vos shootings se passent le mieux possible. Et la première problématique que j'ai eue, ça a été le conditionnement. Parce que oui, ce truc-là, c'est quand même super gros, super lourd et en même temps super fragile. Donc en fait, comment on fait pour le transporter? Et comme tout est gros dans cette vidéo, je vais avoir besoin de place pour vous présenter le Cinebag CB80. Donc ce sac il a été spécialement conçu pour les caissons de plongée, c'est-à-dire que c'est un sac qui va vous être utile que pour ça, hein. Vous pourrez y mettre que votre caisson. Et ce qui est assez pratique, c'est que celui-là c'est la version XL, et avec la version XL, vous pourrez rentrer votre caisson, mais aussi avec le caisson dédié à l'Atomos dessus et le tout monté ensemble. Pour ce qui est de l'Atomos, je reviendrai plus tard dans la vidéo, vous en faites pas. Le gros avantage de ce sac, c'est que, hop, la partie basse, là, ici, hein, toute cette partie-là, elle est complètement étanche. Et elle est étanche non pas pour empêcher l'eau de rentrer, mais plutôt pour que l'eau reste à l'intérieur. Alors je m'explique. Quand vous sortez votre caisson de l'eau, il est soit plein de sel, soit plein de chlore, et dans les deux cas, c'est dégueulasse, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. C'est pour ça qu'on a un process de nettoyage du caisson assez précis. Et la première étape, c'est de le faire tremper dans de l'eau pour que le sel ou le chlore s'enlève naturellement. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui est un nettoyage un peu plus en profondeur. C'est quelque chose qui peut être assez long, surtout si vous le faites chez vous. Et grâce à ce sac, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir prendre, hop là, votre caisson et le mettre à l'intérieur et le remplir d'eau douce. Comme ça, il va pouvoir commencer à tremper pendant que vous rentrez chez vous, ou pendant que vous êtes sur le bateau, ou pendant qu'il est sur le port. Et ça, c'est quand même super cool parce que ça va vous faire gagner une petite heure de lavage chez vous. Et franchement, c'est appréciable. Surtout si, comme moi, vous shootez au coucher de soleil, à 2 heures de route de chez vous, et que vous arrivez à minuit à la maison. Donc voilà, donc ça, c'est quand même le gros avantage de ce sac. Mais il n'y a pas que ça. Ce sac, donc, il est équipé ici de poches qui vont vous permettre de ranger soit de la visserie, soit la pompe. Hein, moi, la pompe, je la range là-dedans. Il a un filet en haut ici qui va vous permettre de ranger. Alors moi personnellement, j'utilise pour ranger un morceau de tissu néoprène. Ce morceau de tissu néoprène, il me permet juste de pouvoir éviter de poser mon caisson à même le sol et donc de le rayer. Je vous invite d'ailleurs à en acheter un. C'est quand même un accessoire super pratique. Il est aussi plein de poches à disposition ici pour y mettre des gourdes ou alors moi j'y mets des chiffons microfibres aussi. Ou alors vous pouvez y mettre vos accessoires d'apnée. Et dernier point assez cool, hop, c'est qu'il a un renfort en bas pour éviter que votre caisson ne prenne trop de choc. Donc voilà, donc c'est un sac qui a été spécialement conçu pour conditionner et préparer le lavage de votre caisson. Moi je vous dis, si jamais vous achetez un caisson, il faut acheter ce genre de choses. C'est vraiment super pratique. Bon, je crois qu'on a fait le tour de ce sac. Hop là. Donc maintenant, il est temps de vous parler d'une chose. Il est temps de vous parler retour vidéo et moniteur externe. Bon, ce caisson il est bien, mais je dois vous avouer que pour cadrer, c'est pas la folie. Alors, il va falloir oublier l'œilleton, hein, parce que arriver à mettre son œil là-dedans pour viser avec un masque, c'est vraiment pas pratique. Et surtout, le problème c'est que être comme ça sous l'eau, en fait ça se fait jamais. Le mieux c'est d'utiliser l'écran du Z9 et encore vous serez obligé d'avoir hop là comme ça le caisson bien en face de vous pour y voir quelque chose. Sinon ça va être la misère. Donc ça veut dire que si jamais vous voulez filmer comme ça ou comme ça, c'est pas possible. Vous êtes obligé d'avoir le caisson toujours hop là au niveau du visage. Sinon vous n'y verrez rien. Surtout si comme moi vous shootez au 50 mm. Parce qu'au 20 mm, en vrai ça va, vous pouvez vous permettre de shooter un petit peu à l'aveugle. Parce qu'avec un grand angle, votre sujet sera toujours plus ou moins dans le champ. Par contre au 50 mm, on est beaucoup plus précis au niveau du cadrage. Et donc un retour vidéo c'est indispensable. Dans un environnement contrôlé comme sur ce tournage où j'étais en piscine avec des bouteilles de plongée, ça peut le faire. Ça peut le faire parce que là les conditions ne sont pas vraiment extrêmes. Bon, hormis les 7 degrés de l'eau, mais ça c'est un détail. Il fait froid. Ouais, c'est pas froid. J'ai trop mal aux mains. Là où c'est vraiment plus difficile, c'est en mer où souvent vous avez du courant, des vagues, et là, sans retour vidéo, vous savez pas vraiment ce que vous allez cadrer. Donc moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est un moniteur externe, et plus précisément un Atomos Ninja 5 ou alors un Shinobi. Nauticam propose des caissons compatibles avec ces deux gammes de moniteurs. Bon, par contre, ça coûte assez cher.
il faut compter 2400 € pour le caisson, 293 € pour le câble HDMI, parce que oui, ça va pas être compatible avec n'importe quel câble HDMI, hein, sinon c'est pas rigolo. Et enfin, 144 € pour des accessoires et adaptateurs divers. Bref, ça fait cher, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. En vrai, je vous en parle, mais je vous l'ai même pas montré. Hop, ça ressemble à ça, un caisson pour Atomos. Donc voilà, c'est assez gros, c'est assez imposant, surtout quand on sait que c'est ça qu'on met dedans. Mais voilà, ça ressemble à ça. Et avec ça, vous allez pouvoir avoir un vrai contrôle sur votre cadrage. Alors personnellement, moi j'affiche toutes les informations techniques sur l'écran du Z9 et en retour, je ne mets que le flux vidéo. Ça me permet d'avoir un écran dédié à la technique et un autre dédié à la composition. Et ça, c'est quand même sacrément efficace. C'est tellement efficace que sur les 4 heures de tournage avec les requins, je n'ai eu aucun déchet. Toutes mes vidéos avaient le focus sur le sujet, l'exposition était toujours bonne et pareil pour mon cadrage. Donc oui, cette option coûte assez cher, mais vous allez énormément gagner en productivité si vous l'achetez. Et bon, même si j'aime pas ça, je vais quand même vous montrer comment est-ce qu'on le monte sur le Nauticam. Bon, la première chose, c'est que on va mettre, hop là, l'Atomos à l'intérieur. Donc pour ça, on a un système d'ouverture qui est assez malin. J'appuie, je tourne et ça s'ouvre tout seul. Première question qu'on va se poser, ça va être l'alimentation de l'Atomos. L'Atomos, il est alimenté via des batteries NPF, je crois qu'elles s'appellent. Je vais vérifier. NPF, c'est ça. Les batteries NPF, elles existent en plusieurs tailles. Vous avez la taille petite, la taille moyenne, la taille grande et la taille super grande. Le caisson permet de mettre des batteries de taille petite, moyenne ou grande à l'intérieur. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la plus grande possible pour avoir le plus d'autonomie possible. Donc vous fixez votre batterie et vous le mettez de côté, parce que avant de mettre le moniteur à l'intérieur, il va falloir le brancher au câble HDMI. Donc ce câble HDMI, il est spécial parce que il est coudé des deux côtés pour prendre moins de place, et il dispose aussi d'un joint pour pas que l'eau rentre dans votre caisson, normal. Et en fait, c'est pour ça que vous pouvez utiliser que des câbles HDMI de la marque Nauticam. C'est parce qu'ils sont waterproof. Donc là, ici, je vais ouvrir mon port M28, enlever le joint de sécurité. Ensuite, je le mets à plat. Je vais venir faire passer mon câble à l'intérieur. Et de là, je viens, hop, refermer la valve. Tac. Et je visse pour sécuriser le tout et être sûr que, hop, je vais le mettre de côté, et être sûr que ça ne s'ouvre pas sous l'eau. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens brancher mon Atomos sur le port in. On se trompe pas parce que sous l'eau on ne pourra pas changer. Je viens le caler à l'intérieur et hop là, je le fixe comme ça. Voilà, donc là mon Atomos il est bien rangé à l'intérieur. Vous remarquez qu'ici aussi j'ai un bouton on-off, parce que ici aussi j'ai un détecteur de pression à l'intérieur, ce qui veut dire que la manipulation que j'ai faite tout à l'heure, je pourrais la faire aussi pour ce caisson. Je ne vais pas la refaire, mais vous avez compris l'idée. Et donc maintenant je viens le refermer. Tac. Et voilà. Mon caisson d'Atomos est prêt. Ça, je le mets de côté pour pas le perdre. Et donc maintenant il va falloir que je branche ce câble HDMI à mon Z9. Hop. Alors ça, je vous conseille de le faire avant de fixer le dôme et votre optique sur le caisson, parce que là c'est un peu chiant, ça bouge. Je fais comme ça pour les besoins de la vidéo, mais vous, quand vous êtes chez vous, ne le faites pas forcément dans cet ordre-là. Hop, j'ouvre ici. Je vais venir enlever mon appareil. Ah oui, j'enlève ça avant. J'enlève mon boîtier. Hop. Ici, je viens enlever ma valve. Je vais venir rentrer le câble HDMI à l'intérieur. Oh, il est tellement chiant à mettre ce câble. Hop. Bon, en vrai, c'est super relou. Si jamais vous avez une technique pour le faire rentrer du premier coup, je suis preneur parce que à chaque fois, je passe 5 minutes à galérer. Parce que les gars, ils ont fait un câble coudé pour rentrer dans un tube. C'est juste pas du tout optimisé. Hop, voilà. Donc, quand vous avez fini de galérer pour mettre ce câble à l'intérieur, vous venez revisser ici. Et de là, il faut bien mettre les câbles à l'extérieur. Vous venez remettre le Z9 à l'intérieur. Hop. Vous le sécurisez et on peut venir brancher le port HDMI comme ça, la griffe comme ça.
On le referme. Alors là, donc avant de le refermer, vous n'oubliez pas de réactiver l'interrupteur, hein, histoire de pouvoir refaire le test d'étanchéité. Donc notre Atomos, il est bien relié par HDMI au boîtier. Maintenant, ce qu'il faut, c'est solidariser ce moniteur avec le caisson. Et pour ça, on va utiliser un accessoire assez trivial qui est cette petite pince. Alors ce que je m'apprête à faire, faites-le avec un assistant, hein, parce que c'est super relou à faire seul. Hop, hop, hop. Alors moi, j'aime bien le mettre de manière bien compacte. Voilà, vous serrez. Et là, vous avez un caisson avec un moniteur branché dessus. Donc c'est assez gros, c'est assez lourd. Franchement, le tout, ça doit bien peser 10 kg. Mais avec ça, vous avez une arme de guerre pour réussir tous vos plans sous-marins. En ce qui concerne les réglages, je vais vous donner ma tambouille pour réaliser ce type d'image. Alors, je tiens à préciser que les réglages, c'est avant tout personnel et les miens ne correspondront pas forcément à vos attentes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus où je vous explique en quoi la focale, l'ouverture et la vitesse sont avant tout des choix créatifs et je vous invite à aller la voir si ça n'est pas déjà fait. Donc premier réglage, la mise au point. À ce niveau-là, je me mets en full auto et l'autofocus du Z9 fait très bien l'affaire. Même si l'AF des animaux ne reconnaît pas les requins ou les poissons, il va quand même les pointer parce que ça reste des formes plus sombres que le reste de l'océan. Et si vraiment dans le pire des cas, il ne les trouve pas, vous pouvez toujours utiliser une box ou un collimateur pour l'aider s'il galère. Mais vraiment, de mon côté, j'ai pas eu de soucis de mise au point. Le second paramètre à prendre en compte, c'est l'ouverture. Si vous suivez mon travail, vous savez que j'adore la grande ouverture. Mais ici, je préfère jouer la carte de la sécurité et je bosse en 5-6 minimum, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de valeur de plan. En général, votre sujet, il va être sur un fond uni et il n'y aura donc pas forcément d'amorce ou d'arrière-plan à flouter. Donc, pas besoin de risquer une grande ouverture. En 5-6, votre sujet devrait être suffisamment net, même si votre mise au point foire un petit peu. Sur ce shooting où le soleil n'était pas au rendez-vous, j'ai préféré ouvrir plutôt que de monter les ISO et je l'ai regretté. Sur ces plans filmés en f2, vous pouvez voir que quand les requins sont très proches de moi, des fois la mise au point elle se fait pas exactement où je veux. Là encore, je vous rappelle que la détection automatique des animaux ne prend pas en compte les requins ou les poissons, donc forcément le Z9 n'arrive pas à comprendre l'œil du requin. Et je suis un peu deg que ces plans soient arrêtés avec un focus soit trop en avant, soit trop en arrière. Mais ça veut pas dire que c'est impossible. Parce que sur ce shooting, Sébastien était là avec moi. Lui, ses réglages étaient un peu meilleurs que les miens puisqu'il ouvrait en... Je sais pas combien il ouvrait, mais en tout cas, il avait un peu plus fermé son objectif, ce qui fait qu'il avait une zone de profondeur de champ plus importante et dans son cas, tout le requin est net. Donc c'est pour ça que je vous déconseille des ouvertures trop importantes. Essayez de fermer votre optique pour sécuriser vos plans au cas où. Donc en ce qui concerne l'ouverture, ne l'ouvrez pas trop. Le dernier point, ça va être les ISO. Et dans ce cas-là, je me mets en ISO automatique pour laisser le boîtier gérer tout seul comme un grand. Alors attention, je mets quand même une sécurité, je lui mets des ISO minimum et des ISO maximum, histoire qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Et si jamais je shoot de la vidéo en RAW, je me mets soit 800, soit 400. Mais si jamais je shoot en H265, là oui, ISO auto. Parce que bon, sous l'eau, le souci c'est que vous allez avoir des variations de luminosité très importantes. Si jamais vous êtes, je sais pas moi, 10 ou 15 mètres de profondeur et que vous shootez vers la surface, vous allez avoir un énorme contre-jour et vos photos ou vos vidéos risquent de cramer très rapidement. A contrario, si vous êtes à la surface et que vous shootez en direction du fond, là vous aurez une image assez sombre. Donc le fait d'avoir des ISO automatiques, ça va vous permettre d'être beaucoup plus réactif sur des mouvements que vous pourrez faire. Voilà, donc au final les réglages c'est assez rapide et assez simple. Si je devais résumer, 1, le focus, moi je laisse en automatique, je laisse le boîtier gérer mon focus automatiquement. 2, l'ouverture. Ici je joue la carte de la sécurité pour aider justement l'autofocus et je choisis une ouverture fermée. Et 3, les ISO. J'ai pas envie de m'embêter avec, donc je mets en ISO auto avec quand même un ISO minimum et maximum de paramétrer pour pas que le boîtier fasse n'importe quoi. Avant de conclure, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette vidéo. Je vais commencer par Sébastien avec qui on a fait notre virée en Bretagne pour filmer les requins.
C'est grâce à lui que j'ai des plans stylés de moi sous l'eau, filmés au Z9. Franchement, merci beaucoup parce que c'est quand même la classe d'avoir des plans making-of de cette qualité-là sur une vidéo YouTube. Merci aussi à Laurent et à Chloé pour m'avoir épaulé sur plusieurs shootings sur tout l'été et aussi pour m'avoir filmé à la GoPro pour là encore avoir des plans making-of. Merci à Lorient pour m'avoir prêté sa piscine pour avoir filmé ces plans-là et à Nicolas et Selim pour m'avoir assisté en sécu-surface sur ce shooting. Voilà, merci tout le monde, c'était super cool. Bon, alors, qu'est-ce que j'en pense de ce caisson, qu'est-ce que j'en pense du Z9 et qu'est-ce que j'en pense des deux réunis sous l'eau? Bah perso, je valide. Je valide, mais il faut avoir conscience des contraintes liées à l'utilisation de ce type de matériel. Pour un gars comme moi qui vient de l'Outex, j'ai découvert une vision complètement différente de la photo sous-marine. Le Nauticam, c'est de loin le système le plus efficace pour faire de l'image sous l'eau. Il n'y a clairement pas à chipoter dessus, il est bien plus efficace que l'Outex. Par contre, ça va demander beaucoup plus de rigueur et de logistique. Oubliez le run and gun avec un vrai caisson de plongée. C'est trop gros, trop lourd et beaucoup trop fragile. Le Nauticam vous servira plutôt sur des productions plus engagées, plus importantes et surtout plus profondes. S'il est extrêmement relou à manier en surface, ça reste de loin l'option la plus confortable pour faire des photos et des vidéos sous l'eau. Donc oui, vous allez en chier sur le bateau et sur le port, mais une fois sous l'eau, ça sera un régal. N'oubliez pas l'investissement aussi, parce qu'on est à plus de 10 000 balles quand même. Sans compter la classe A mention B que vous allez devoir passer pour avoir le droit d'exercer un métier sous l'eau. De mémoire, c'est 3 500 € et au moins 10 jours de votre temps. Sachant qu'après, il faut faire un recyclage tous les 5 ans et que là aussi, ça demande des thunes. Bref, vous l'aurez compris, tout ça demande du temps et de l'argent et c'est à vous de voir si vous allez le rentabiliser ou pas. Et le dernier point qu'il ne faut surtout pas minimiser, ça va être la rigueur. Vous allez devoir prendre soin de votre matériel et de l'entretenir régulièrement. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous après avoir fait une session sous-marine, ça ne s'arrête pas là. Il va falloir laver le matériel, entretenir les joints, nettoyer tout ça, et tout ça, ça demande du temps. Et vraiment, ça peut être un peu relou, surtout si vous avez passé 4 heures en mer, que vous avez fait 2 heures de route pour rentrer chez vous. Là, en vrai, normalement, vous êtes rincé et vous n'avez pas envie de faire ça. Mais bon, vous êtes obligé, parce que sinon, vous mettez en péril votre matos. Mais si vous êtes un plongeur un tant soit peu sérieux, normalement, vous avez l'habitude, parce que votre détendeur et votre bouteille, c'est un peu la même chose, faut y faire attention. Donc normalement, ça devrait pas trop vous changer par rapport à ça. Mais bon, tout ça, c'est le prix à payer pour être dans les meilleures conditions possibles pour faire des images sous l'eau. Grâce à tous ces sacrifices, vous pourrez apporter une touche plus extrême et plus créative à vos productions. Et vous pourrez aussi tirer le portrait à des requins, ce qui est quand même vachement la classe. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions sur ce matériel, parce que je pense ne pas avoir abordé tous les aspects, notamment sur l'entretien. Donc si jamais vous vous posez des questions avant d'acheter ce matériel-là, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à me dire aussi si ce genre de vidéo un peu plus spécialisée et clairement de niche vous intéresse. En vrai, je serais curieux d'avoir votre retour là-dessus. Et sur ce, moi je vais m'arrêter parce qu'il est 11h17 et que dans 3 heures, je pars pour un shooting sous-marin d'ailleurs, donc il faut que je conditionne tout mon matos. Donc faut que j'y aille. Putain, ça fait 3 heures que j'enregistre et ma vidéo est floue. Je vais devoir tout recommencer. La grosse loose.